train où vont les choses, il y a fort à parier que ce gouvernement ne pourra pas continuer de longues semaines et de longs mois et que le choix historique dont parle Bennett ne s'inscrit pas dans la carte politique telle qu'elle est aujourd'hui avec un gouvernement qui ne fonctionne plus. Richard, bonjour, Boker Tov. Bonjour et shalom. Alors, ce matin, bien entendu, on va reparler à nouveau d'un nouvel épisode de cette saga sur la paralysie de la coalition gouvernementale et cette fois autour de ce projet de loi, ou plus exactement de ce décret visant à prolonger le statut des habitants juifs de Judée et de Samarie, un statut, on va dire, problématique, en fait, qui, d'une certaine manière, permet aux habitants juifs de Judée et de Samarie d'être sous pleine législation israélienne et bien entendu problématique si ce statut ne pouvait pas être prolongé. Alors où on en est ce matin? Est-ce que on a le sentiment que l'ultimatum, le type de menace lancée la semaine dernière par Gideon Sa'ar, le ministre de la Justice, peut se concrétiser, c'est-à-dire que finalement le gouvernement, la coalition ne parviendrait pas à faire voter ce projet de loi? Tout est possible. Dans la nuit, on croyait qu'il y aurait des accords, notamment avec le parti RAM, dont dépend l'existence même du gouvernement, avec ses 4 voix, pour arriver à 61. Mais comme les auditeurs le constatent, de semaine en semaine, de jour en jour, chaque matinée, chaque journée apporte son lot d'inattendus et de critères et d'éléments qui font vaciller cette coalition. Et ça s'accélère au point de présenter, en fait, de donner l'impression que le gouvernement ne maîtrise plus la situation. On n'a jamais connu une situation pareille. Comme vous le disiez, la coalition est à nouveau au bord de la paralysie à propos de ce projet de loi. On va y revenir, qui, comme vous l'avez annoncé tout à l'heure, a été reconduit de manière automatique tous les 5 ans par la Knesset depuis 1967. En fait, si le gouvernement a la possibilité de représenter, si la loi ne passe pas aujourd'hui à la Knesset, elle pourra être représentée dans une semaine et ainsi de suite jusqu'à la fin juin, mais pas plus tard. Et donc, on a là à nouveau un nouveau sujet de gros soucis pour la stabilité de cette coalition. Et donc, il faudrait que les auditeurs comprennent, je crois que vous l'avez à moitié expliqué, mais si ce texte de loi est indispensable parce que je donne quelques exemples, il permet à la police d'intervenir légalement en Judée-Samarie, alors que ce n'est pas officiellement un territoire faisant partie de la souveraineté israélienne. Cette loi donne aussi des droits de citoyens israéliens aux presque 500 000, le demi-million de juifs israéliens qui vivent en Judée-Samarie et donc qui sont assimilés donc à des citoyens. Et puis il y a toutes sortes d'autres conséquences. Les Israéliens de ces territoires ne pourraient pas être admis facilement dans les hôpitaux de leur propre pays. On pourrait multiplier les exemples qui feraient que si cette loi devait ne pas être votée, elle générerait un chaos jamais vu dans le pays, puisque, je le répète, malgré toutes les rancunes et les oppositions partisanes qui ont existé depuis 67, et Dieu sait s'il y a eu des gouvernements et des renversements de situation, les députés de toutes les tendances avaient assez de responsabilités pour considérer qu'il y allait de l'intérêt de l'État de reconduire cette législation et surtout de l'intérêt des citoyens israéliens qui vivent en Judée-Samarie. Or là, on est vraiment à ce niveau-là, au bord du gouffre. D'ailleurs, le ministre Gideon Sa'ar, le ministre de la Justice, qui est responsable d'une certaine manière de la reconduction de ce décret, a déclaré avant le week-end, dans une interview à la première chaîne de télévision israélienne, que le jeu scandaleux joué par l'opposition non seulement est sans précédent, mais place carrément le pays au bord du gouffre et du chaos. Et de conclure qu'on n'avait encore jamais vu ça, l'esprit partisan qui l'emporte sur l'esprit de responsabilité. Fin de citation. Alors, on est vraiment. Vous posez la question. Le parti RAM est lui-même divisé. Il semblerait que son chef, donc le numéro 1 du parti RAM, Mansour Abbas, est assez
favorables à voter cette législation qui, évidemment, vu dans les au travers des grands principes des Arabes israéliens et des pro-palestiniens, est une contradiction vivante de voter un tel texte, puisque ça donne des droits à ce que appelle l'occupation israélienne. Et donc rien n'est acquis, mais il est à nouveau envisageable que malgré tout Mansour Abbas arrive à imposer sa discipline à son parti, comme il l'avait fait il y a 15 jours en réintégrant après Pessah la coalition. Mais rien n'est sûr, parce que c'est une corde sur laquelle il tire sans cesse, et la question est de savoir jusqu'à quand elle va pouvoir tenir cette corde. Il y a aussi la question, comme vous le disiez, de comment va voter Idit Silman, qui avait quitté la coalition il y a 1 mois et demi. D'ailleurs, il y a plusieurs scénarios la concernant, que si elle ne votait pas ce texte, eh bien, le gouvernement pourrait transformer ce projet de loi en motion de censure, qui obligerait donc les députés, toujours en principe dans la coalition, à soutenir ce projet de loi. Et au cas où Silman ne voterait pas pour, eh bien, elle serait démise, elle ne pourrait plus être députée, elle serait considérée comme une députée, disons, non pas traître, mais défectueuse, et elle ne pourrait plus se présenter à la prochaine Knesset dans aucun parti existant. Donc, vous voyez, on prend les mêmes et on recommence, si j'ose dire, chaque semaine. On a à nouveau, la semaine dernière, c'était la rébellion de Michael Bitton, du parti bleu et blanc, qui s'en prenait à Michael Lee, à la ministre des Transports. Et chaque semaine apporte son lot de pétards, qui ne sont pas des pétards mouillés, mais qui fêlent, si vous voulez, et qui rendent extrêmement faibles les piliers de la coalition. Alors, que répond le Likoud quand justement on lui reproche de ne pas vouloir soutenir un projet de loi qu'il a soutenu dans le passé, comme ce décret? Qu'est-ce qu'il répond à ce niveau-là? Justement, j'allais aborder ce point. L'opposition, donc menée par le Likoud, a officiellement déclaré la semaine dernière c'est pas seulement pour ce projet de loi, mais qu'elle ne voterait plus en faveur d'aucun projet présenté par le gouvernement. Une annonce, disons, sans précédent, elle aussi. Les uns pourraient considérer que c'est le choix de l'anarchie par rapport à la nécessité d'avoir un minimum de responsabilité de l'État. Aryeh Deri, d'ailleurs, a surenchéri derrière Netanyahou en disant qu'il fallait pas seulement cette loi sur la Judée-Samarie, mais toutes les lois que proposait le gouvernement, il fallait mener non pas une guérilla, mais une guerre intensive contre ce gouvernement pour le faire tomber. Et donc, en fait, ce que répond le Likoud pour apporter de l'eau à votre moulin, c'est que le Likoud a comme priorité unique et centrale la fin de ce gouvernement, qu'il déteste, qu'il dénonce depuis sa mise en place voilà 1 an, et qu'il n'arrête pas de critiquer sous tous les angles possibles. Et donc, aujourd'hui, c'est un véritable blitz parlementaire qu'a déclenché Netanyahou en faisant cette déclaration. Nous ne voterons plus pour aucune loi du gouvernement jusqu'à ce qu'il chute. Et donc, quelque part, on peut comprendre au niveau politique et partisan que l'opposition joue un jeu de ce genre, mais dans un État, disons, soumis aux pressions internationales comme Israël, et surtout avec les problèmes non encore réglés du conflit c'est le moins qu'on puisse dire, du conflit avec les Palestiniens, et vu la spécificité de la gouvernance qui s'applique au-delà des lignes de 67, au-delà des lignes de 49, avec donc les territoires acquis par Israël, eh bien, ça manque sincèrement, je dirais, en tant qu'observateur, on peut dire que ça manque cette outrecuidance et cette position anti-Bennett qu'on peut comprendre, puisque c'est le rôle d'une opposition, mais là, manque de responsabilité à un point qui est cuisant, qui est terrible. Dans cette chronique, nous avons sans cesse mis en exergue, si vous voulez, le fait que l'opposition avait utilisé des termes irrecevables en qualifiant ce gouvernement d'illégal, en le mettant en situation d'être hors la loi, non légitime. Mais là, ça atteint, si vous voulez, encore une limite supplémentaire, c'est que maintenant, le Likoud et l'opposition ne veulent même plus assumer leur part dans la gestion des affaires de l'État en soutenant des projets de loi qui font fonctionner le pays d'une certaine manière. Et là, on a atteint
si vous voulez, un point comment dirais-je, de politique partisane je ne vais pas dire fanatisme politique, mais disons d'acuité et de haine politique qu'on avait encore jamais atteint en plus de 70 ans de l'histoire d'Israël. Alors, justement, je voudrais aussi revenir sur un autre développement. Il s'agit de cette lettre que Naftali Bennett a envoyée juste vendredi à l'ensemble des citoyens de l'État d'Israël, dans lequel il dresse une sorte de bilan, puisque l'on est à un an après la formation de son gouvernement. Alors, on a du mal à voir. Est-ce qu'il s'agit d'une lettre de bilan ou alors il s'agit d'une lettre de critique de Binyamin Netanyahou? Est-ce que Naftali Bennett est avant tout le Premier ministre de l'État d'Israël avec des réalisations qui lui sont propres, ou alors il est encore hanté par l'ombre de son prédécesseur? Écoutez, il est l'un et l'autre à la fois, parce que j'allais dire que aujourd'hui, face justement à cette perspective, ce spectre du chaos qui guide le pays au cas où, par exemple, cette loi ne serait pas votée, mais si vous voulez, sans faire de prévision, on pourrait imaginer que dans les semaines qui viennent et tout, cette tendance va s'accélérer. Et donc, le ciment anti-Netanyahou de ce gouvernement assez hétéroclite de 8 partis différents, allant de l'extrême gauche à la droite, en passant par les partis du centre et surtout le parti islamique israélien de Mansour. Cette coalition hétéroclite avait comme ciment le fait qu'elle permettait de gérer les affaires de l'État sans que Netanyahou revienne à la politique, et surtout sans qu'on recourt à de nouvelles élections. Or, ce ciment qui avait été commenté, mis en avant sans cesse, voilà un an, aujourd'hui, il est complètement fissuré, dans la mesure où, effectivement, dans cette lettre, Bennett s'affiche à la fois comme un Premier ministre qui a eu des résultats, et c'est vrai qu'il y en a eu au plan diplomatique, on en a déjà parlé, au plan budgétaire, au plan même de la gestion de la pandémie, etc. Et donc, il est à la fois fondé, Bennett, d'afficher un bilan pas si négatif que cela, mais en même temps, on sent bien que, donc, je vous disais aussi que ces attaques contre Netanyahou et le fait que dans cette lettre, il met en cause ce dont je parlais tout à l'heure, son irresponsabilité, lui qui était pourtant 15 ans Premier ministre d'État d'Israël et qui se soucie tant je dirais, du bon fonctionnement des institutions, eh bien, dans cette lettre, il remet en cause l'irresponsabilité de Netanyahou qui, à se dire, est aveuglé par, disons, son opposition à ce gouvernement. Et donc, à la fin de cette lettre, il explique aux Israéliens que, d'une certaine manière, ils font face à un choix historique, et sans doute que cette lettre annonce peut-être a le parfum d'une lettre préélectorale qui est une sorte de positionnement de Bennett, dont certains experts ont même dit que c'était non pas la plateforme de son prochain parti, mais peut-être c'était une manière de préparer ce qui risque de se passer dans les semaines qui viennent, la chute du gouvernement et des nouvelles élections à la rentrée, puisque donc expliquant que le pays faisait un choix historique, soit d'avancer pour continuer à construire le pays avec responsabilité, et soit aller vers le chaos, mais cette responsabilité, explique Bennett, elle doit être partagée, et c'est vrai que le gouvernement pluraliste, entre guillemets, qu'il a formé, qui est tout à fait inédit dans l'histoire de l'État d'Israël, rencontre depuis un an des difficultés considérables qu'on commande dans cette chronique. Et d'après, on se questionnait les uns et les autres pour savoir si, avant Pessah notamment, si ça allait pouvoir, ce gouvernement allait pouvoir continuer. Yair Lapid avait eu cette déclaration très présomptueuse en disant que si le gouvernement faisait attention et faisait les bons choix, il serait là encore l'an prochain à Pessah. Bon, il pensait surtout à sa propre succession prévue pour la fin août 2023. Mais au train où vont les choses, il y a fort à parier que non, ce gouvernement ne pourra pas continuer de longues semaines, de longs mois et encore moins de longues semaines, et que le choix historique dont parle Bennett, enfin, ne s'inscrit pas dans la carte politique telle qu'elle est aujourd'hui, avec un gouvernement qui ne fonctionne plus.
Eh bien, Richard, merci beaucoup pour toutes ces précisions et ces développements. Bien entendu, on va suivre de très près ce qui se passe cet après-midi et ce soir à la Knesset et voir si ce décret sera prolongé par l'actuelle coalition gouvernementale, ou donc il faudra peut-être patienter. Il a donc, comme vous le disiez, le ministre de la Justice a jusqu'à la fin du mois de juin pour permettre donc le vote de cette prolongation du décret. Daniel, juste un petit détail qu'on peut ajouter pour les auditeurs et que je n'ai pas développé, mais c'est que le même Gideon Sa'ar qui fait des appels à la responsabilité, semblerait, d'après les Yediot Aharonot, que certains de ses émissaires soient en train de négocier avec le Likoud. Est-ce que c'est vrai, pas vrai? On verra bien. La formation d'un gouvernement de droite. Donc, vous voyez que même au sein du gouvernement Bennett, il y a peut-être des gens qui songent à quitter le navire, et c'est un signe de faiblesse supplémentaire. Eh bien voilà, il fallait le préciser effectivement. On verra aussi justement donc si Gideon Sa'ar reste fidèle à l'actuelle coalition gouvernementale ou bien s'il décide de franchir le Rubicon. Merci encore Richard Darmanin.